Voilà. Les interventions basculeraient un peu dans l'anglais au français, donc je vais essayer de faire une introduction un peu en anglais, un peu en français. Donc, je continue en anglais. This webinar links political ecology with nature-based solutions, co-production and transition literature in order to understand how changes in urban water infrastructure can occur. Throughout the seminar, our guests will explore the challenge of citizen involvement in actual research, in particular in Brussels Capital Region, with the research Brousseau, and we'll discuss these challenges in relation to different cultural and political contexts in the Global South. Les intervenants, je vais les présenter. Alors d'abord, Andrea Ragone, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, et je travaille toujours, sur la question de l'eau, mais ensemble, on a plutôt travaillé dans les contextes flamands. Andrea Ragone est titulaire d'un diplôme d'architecture, d'urbanisme et sciences du bâti à l'Université UR de Venise et à la TU Delft. Il est chercheur qui s'intéresse principalement aux transformations urbaines et aux processus écologiques. Il est actuellement doctorant à l'Université UR à Venise et chercheur à la faculté d'architecture de la Cambre Horta à l'ULB. Il est membre de l'Attitude Platform for Urban Research and Design. Depuis 2012, il a travaillé sur la relation entre les transformations urbaines et la dynamique de l'eau, ainsi que sur la planification locale et régionale et les designs participatifs. Le deuxième intervenant s'appelle Giuseppe Faldi. He's a postdoctoral researcher at the Faculty of Architecture at the ULB. He has a background in environmental land planning engineering and holds a PhD in sustainable development and international cooperation from the University La Sapienza in Rome. He specialized in urban and environmental planning, urban water management, climate change adaptation, and scenario planning, with a specific interest for global South cities. Currently, his research focuses on analyzing typologies of institutionalized co-production of water and sanitation services, mainly in the global South. On aura après le plaisir d'accueillir Dominique Delpas comme discutant de ces interventions. Dominique, merci d'avoir accepté l'invitation, est une figure clé dans les débats sur l'eau à Bruxelles. Il est directeur de l'EGEP, État généraux de l'eau à Bruxelles, qui est un ASBL dont la fondation remonte à 2004, si je ne me trompe pas. 15 semaines, c'était alors mobilisé autour du bassin de rage de la place Flagey, afin d'adresser les problèmes des eaux de la pluie et des inondations dans la vallée du Malbec, dont la place Flagey et les quartiers autour font partie. Ils ont contesté la gestion technocratique et autoritaire du problème. Ils ont accusé les autorités, les ingénieurs et les architectes de faire peu d'alternatives pour aborder les rapports à l'eau, ressources collectives et complexes. Aujourd'hui, l'EGEP, à travers plusieurs initiatives sur le terrain, parmi lesquelles les projets co-créés de Brousseau, dont on va parler aujourd'hui, est devenu porte-parole d'une approche spécifique par rapport à la question de l'eau comme élément à la fois urbain et de l'écologie lui-même. Cette approche s'occupe, je pense qu'il va rebondir, mais de faire exister les questions de l'eau dans la ville en réconciliant ses habitants avec l'eau et les paysages et en redonnant une place à l'eau dans les espaces urbanisés. Il a contribué à la construction de politiques urbaines par rapport à la gestion de l'eau en tant que bien commun. Alors, je prends un moment pour vous expliquer un peu les règles du jeu, donc comment organiser le séminaire. On aura d'abord Andrea qui intervient 20 minutes. Après, on se donne le temps pour avoir des questions uniquement de clarification. Après, on écoutera Giuseppe, 20 minutes encore, et on donne la parole à Dominique pour réactions, questions, discussions. Ensuite, on peut ouvrir la discussion aussi au public. Donc, si je n'ai pas oublié trop de choses, je invite alors Andrea à commencer. Voilà, et bonjour à tous et à tous. Je pense que vous voyez mon écran maintenant. Et, oui. Alors, bon, voilà, on commence. Merci Chiara, merci Geoffrey, tout le monde pour l'invitation. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ce projet qui s'appelait CAV. C'est plutôt une recherche explorative. Ça a été une action collective. Ça, tout d'abord, il faut bien noter cette chose que était une action collective qui a démarré entre 2016 et 2020, où vraiment il était
beaucoup de personnes impliquées ils vont dans l'équipe de Brousseau à des chercheurs que vous connaissez bien comme Marco et Catalina, mais aussi les associations des participants qui sont les habitants, riverains et usagers d'un quartier spécifique, des conférenciers, institutions quand même et juste aussi des graphistes et les photographes que aussi quelqu'un de Metro Lab connaît aussi bien, Bruno Diaz Ventura. Alors, dans cette démarche collective, il fait partie d'un projet, le projet Brousseau, Bruxelles sensible à l'eau, que c'est un financement co-create le département Innoviris, où il avait engagé les EGEB, Dominique, Michel et tous les autres quand même, mais aussi les deux facultés, les deux universités bruxelloises, la VUB et la ULB avec Habité et Lieu, l'attitude archipel écotechnique et voilà. La chose de tout ce groupe, c'était de travailler dans trois différentes approches. Après, sont quand même, ça a été au début, clairement, mais les trois approches à la base, ils ont été Water City Sense développé plutôt dans la VUB, alors une approche plutôt technique, si on veut. Ilodo, les retours, que c'est plutôt la partie qu'on a suivie moi comme latitude avec Catalina, l'ULB de Habité. Finalement, on s'est concentré sur les îlots urbains, plutôt l'espace privé, et les NRU, qui sont les nouvelles rivières urbaines. Et c'est tout pour une approche archipel avec les EGEB concernant l'espace public. Mais les projets Brousseau et donc aussi Ilodo, il a insisté dans deux territoires, on peut dire, dans deux, trois communes qui sont plutôt la commune de Jette et la commune de Forêt au sud de Bruxelles, dans Forêt la vallée de la Seine et Jette dans la vallée du Molenbeek, où l'idée à la base, ça a été la formation, ou quand même travailler avec les communautés hydrologiques. Et ça veut dire que c'est vraiment une expérimentation croisant des aspects plutôt sociaux, associatifs, et de l'autre côté des aspects hydrogéologiques ou de la dynamique de l'eau. Et dans ce croisement, Ilodo, que c'est plutôt Ilodo les retours, les projets qu'on va avoir, sur lesquels on se va focaliser plutôt aujourd'hui, il a travaillé dans un contexte toujours assez complexe. Je comprends ce schéma, c'est difficile, mais la chose qu'il veut dire, ce schéma, c'est plutôt que dedans Ilodo les retours, il y avait quand même trois différents parcours qui sont liés à des échelles. Et si on part d'au bas vers le haut, on trouve les collectifs, que c'est l'approche où l'objectif, c'est la construction des petits systèmes soit de récupération de l'eau, soit infiltration, temporisation de l'eau, au niveau de la parcelle et plutôt avec des systèmes collectifs entre voisins. Au milieu, il y avait cette idée de travailler dans Wet Bodies, que c'est une approche où nous plutôt voulons travailler sur les diaphragmes entre public et privé et insister clairement à une échelle plutôt mesoscale, ça veut dire de quartier. Et en réfléchissant à la reproduction des systèmes quand même collectifs de la parcelle. Mais aussi, ça, on a essayé avec CAV, ici c'est appelé encore révélé de CAV. Dans cette approche, c'est une approche qu'il essayait de comprendre des dynamiques au niveau de la parcelle, mais touchant clairement soit la région, soit les bassins versants. Et sont clairement l'idée d'une réflexion des îlots et de l'upshifting, l'upscaling des dynamiques qui sont récurrentes dans les systèmes, dans les territoires. Et plutôt dans le spécifique, ça c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. On rentre plutôt dans les quartiers Saint-Antoine, que c'est lié à la communauté hydrologique Forêt Nord, où nous avons insisté plutôt dans cette deux
parcours wet bodies et qui après a amené à cave. Et dans les restes, Forêt Sud et Surgette, on a plutôt travaillé dans les collectifs, construction des systèmes de récupération de l'eau finalement. Mais si on regarde plutôt les quartiers Saint-Antoine, ça c'est la condition qui s'est présentée à nous, nous se présenter et on parle d'un quartier que c'est le quartier Saint-Antoine juste à côté du parc des forêts. Ça c'est ici on a la barrière et c'est cette sorte de triangle entre Avenue du Parc et Avenue Villemans-Coupens. Et c'est un des quartiers qui c'est dans la transition entre les terrains, les sols sableuses, par exemple les parcs des forêts, mais aussi dans les sols, transition entre les sols sableuses et les sols plutôt argileuses, où nous trouvons clairement une croissance vers la surface de la nappe phréatique. Et cet espace que vous voyez ici en bleu clair, c'est toute la partie où les isophréatiques, les lignes de la nappe, se bougent entre moins 6 mètres et à 0. Voilà, ça c'est tout cette vallée. Dans les aspects, et on parle clairement de la vallée de la Seine, voilà. Dans ce territoire, il existe quand même des associations ou des groupes de riverains avec nous avons travaillé plutôt. Cette carte n'est pas exhaustive de tous les ASBL, associations qui insistent dans les quartiers, mais sont lesquelles on a construit un rapport continu. Pas le grand travail, il faut le dire, c'est plutôt dans Brousseau, et dans la démarche, la plus grande démarche, et où quand même Ilodo, le retour, il rentre. Et la chose c'est qu'on n'a jamais eu de contact au début du projet. Alors pour entrer plutôt en contact avec les usagers de quartier, on a fait 2 ateliers qui sont partis de la SIP, de la Semaine d'innovation de la pédagogie de la Cambre. Et on a fait la première, s'appelle Wet Bodies, la première en 2018, laquelle à gauche. Et l'idée, c'est vraiment d'entrer en contact avec les habitants et les riverains pour découvrir les conditions socio-techniques ou même socio-écologiques du quartier. Et alors, comme on a fait une série d'explorations techniques, comme le carottage, grâce toujours à les groupes de Brousseau, qui sont un groupe transdisciplinaire, avec les hydrologues de la VUB, ici Dimitri. On a fait une série de carottages dans l'espace public pour bien comprendre les dynamiques souterraines de la nappe et la hauteur vraiment de la nappe, la profondeur de la nappe. Mais en même temps, on a développé aussi une série d'entretiens avec des acteurs clés. Ici, on a Naïma de la Maison des Quartiers. Et voilà, et on a plus en plus approfondi les conditions de l'eau et sociales du quartier. Mais surtout, la chose qui a été, on peut dire, plus fort, ou qui a construit une relation plus forte avec les habitants du quartier, les riverains, les usagers, a été la cartographie en one-to-one. On a fait une série de cartographies, on a cartographié à l'échelle réelle toutes des séries de dynamiques plutôt liées à l'hydrologie, comme les zones inondables, la zone d'infiltration ou aussi les anciennes zones marécageuses de la vallée de la Seine. Et en faisant ça, on a touché physiquement aussi les portes des bâtiments, des maisons. Et dans ce moment, une fois qu'on a touché l'espace public, les riverains ils sont sortis de leur port
Ils ont commencé à nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Et à travers cette action de la cartographie, on a commencé à rentrer dans les espaces des habitations et surtout les gens qui s'est plutôt approché à nous, clairement, parce qu'il a été après notre question, sont été tous des personnes, des habitants qui ont des problèmes reliés à la condition de l'eau. Et dans cet moment, ils sont clairement sortis il est sorti cet monde inconnu où nous avons trouvé des murs cassés soit l'humidité, de la force, quand même de la présence de l'eau, ou soit ils ont commencé à nous reporter et on a commencé à enregistrer les inondations que souvent ils touchent ce monde des caves surtout, qui sont à la hauteur aussi des égouts et de tout le monde souterrain. Et alors, dans les deuxièmes Wet Bodies in Action en 2019, on a insisté encore à repérer cette information. Comme on l'a fait, on s'est installé sur les parvis Saint-Antoine avec un tunnel pendant le marché matinal de jeudi matin et avec des maquettes, avec des entretiens, mais quand même en marchant dans les quartiers, on a continué à repérer cette condition de tout ce monde souterrain. Et on l'a tout enregistré dans un registre et surtout on a commencé à construire des liens avec les habitants de quartier et après, grâce surtout au travail de Bruno Diaz-Ventura et Davide, on est rentré vraiment, on s'est plongé dans ce monde souterrain, non? Et on a continué à enregistrer cette forte présence de l'eau dans les caves. Voilà, vous voyez à droite de la présence de l'eau dans une cave, que c'est une cave notamment condamnée aujourd'hui. Et ici, des autres exemples de présence constante d'eau dans les caves, mais surtout aussi d'enregistrer des traces de les ruptures face à les inondations au quartier où l'eau, clairement, elle est rentrée. On voit ici aussi à droite la ligne d'une inondation dans un espace que c'est quand même un espace vécu. Et cet reportage, il a nous aidé à mieux définir les phénomènes qui sont constamment, qui apparaissent constamment dans les caves et qu'ils sont au moins les plus fréquents et qu'ils vont de l'humidité du sol à refoulement des égouts. C'est quand les égouts ils sont trop pleins, ils déchargent l'eau quand ils trouvent le même niveau dans les caves à travers la connexion des tuyaux, clairement, ou soit le ruissellement de l'eau de pluie, que ça veut dire que la rue s'inonde et alors à travers la fenêtre, l'eau y rentre dans les caves. Et après des autres dynamiques plutôt invisibles, entre guillemets, qui sont la remontée de la nappe phréatique ou un passage d'un ruisseau enterré. Ça veut dire que les ruisseaux enterrés sont plutôt des dynamiques historiques ou des anciennes petites rivières qui sont tous des tributaires de la Seine. Ils ont été enterrés en permettant la construction soit des roues ou des îlots, et voilà. Et clairement, cette répertorié de ce monde souterrain, on comprend que l'eau, exactement, elle trouve toujours son espace, non? Et ça, il démontre que l'eau, est un élément finalement pervasif, non? J'utilise ce mot que je sais qu'en français n'est pas trop, peut-être n'existe pas trop, mais c'est vraiment omniprésent, vous disiez, non? Mais il trouve toujours sa roue, sa démarche. Et en ouvrant cette mot, ça démontre clairement
cette zone critique, de critical zone, non? Qui aujourd'hui ça cache des dynamiques qui sont parfois délibérément aussi oubliées, on peut essayer de dire. Et cet même monde, il faut ne pas oublier finalement que ça, c'était, ou c'est peut-être aussi aujourd'hui, c'est un territoire de l'eau, un territoire humide, un territoire wet, non? Dans la condition de wetness, humidité, on peut la traduire. Et que c'est l'eau, ça démarche, ça bouge dans toutes les directions, non? Et voilà un petit peu cette idée qui a aussi Philippe Dacunha, ça, il continue à dire que c'est clairement la séparation de la terre de l'eau, c'est clairement un act of design. C'est une manière plutôt imposée et quand on regarde à ce territoire qui ont été les anciennes prairies marécageuses, où l'eau, d'une manière complètement libre, et s'est bougée dans ce territoire en modification et en forte relation aussi les pratiques humaines quand même. Mais cette eau aujourd'hui, il n'est pas disparaître, il n'a pas disparaître. Et alors, il est clairement, ils viennent encore identifier, mais de manière différente. Il y a toujours des espaces qui sont dédiés aux appelés espaces potentiellement inondables et où nous voyons que dans tous les bassins de la Seine, on a juste parlé du quartier Saint-Antoine, que c'est cette petite partie ici. À gauche, c'est un carton qui représente la condition d'aujourd'hui de l'eau de surface, mais surtout des aléas d'inondation. Et cette zone, il couvre plus ou moins les 20% de toute la surface des bassins versants. Sauf que dans l'autre partie, à droite, vous voyez, on a retracé les zones marécageuses, les prairies marécageuses de la carte de Ferraris de 1777, et il couvrait les 15% de toute la surface des bassins versants. Alors ça, il peut, dans une certaine manière ou l'autre, démontrer que l'eau, il est encore présent. On parle toujours de ce territoire de l'eau, non? Mais c'est clair, on n'est pas ici à dire c'est quand même un territoire qui a été urbanisé. Et dans tout ce territoire, qui est un territoire bâti, habité, voilà, pour les garder sèches, tout ce bassin versant, il est une machine complexe, ou comme on a eu la chance d'écouter 2 fois à travers Mathieu Duperret, un cyborg. Et voilà, cette machine qui nous apparaît, c'est tout une machine faite d'une série de dispositifs qui vont des égouts au collecteur, bassin d'orage, mais aussi une zone d'immersion temporaire, bypass, écluse, voilà, les canaux quand même, mais aussi chaque berge de la Seine ou quand même des rivières, ils sont clairement des process anthropiques, anthropisés. Et aussi quand on regarde à les berges végétalisées, sont quand même des systèmes qui travaillent pour le bien-être de cette machine. Et voilà, alors on a commencé toujours à répertorier cette condition des machines et de gestion. Ici, par exemple, sont 3 dispositifs de totale interaction entre la Seine et le canal pour gérer le volume d'eau. On part à gauche et à gauche les bypass, les déversoirs de Lembec, mais aussi les siphons à Villevorde. Mais aussi, comme on a dit, la Seine même, il est toujours réglé et à travers des zones d'immersion temporaire. Ça sont des systèmes construits quelques années fois
à Anderlecht, ou les berges végétalisées que vous voyez sont des espaces que pendant les grandes pluies se peut inonder, mais aussi les pertuis, les fameux collecteurs de la Seine, ça on est dans les musées des égouts. Cette collecteur, c'est une double ligne de pertuis qui sont toujours en échange entre eux pour régler les volumes d'eau ou gérer aussi le nettoyage. Ça. Mais aussi, ce système omniprésent que ça court en dessous de chaque roue, c'est fait des collecteurs tuyaux qui finalement ils vont toujours arriver à les grandes stations d'épuration, surtout cette ici au nord de la station d'épuration nord à Bouddha. Mais c'est clair que tout cet système, toute cette machine, il a toujours des défiances. Et ça, il apparaît, il existe toujours une série de ruptures qu'ils vont apparaître, ils vont sortir. Ici, on les voit dans la rue, mais on l'a vu aussi dans les caves, surtout dans certains endroits, clairement. Et alors, on a répertorié aussi que les habitants et les usagers du quartier, ils ont commencé à mettre en place une série de dispositifs pour contre-attaquer les invasions, on peut dire. Et ils ont commencé clairement à mettre en place ce système socio-technique arrangement, qu'ils vont des petites démarches, qu'ils vont à cacher, à interrompre entre deux chambres, mais aussi à soulever avec des socles de machines à laver ou à installer des pompes pour toujours vider cet espace qui sont des espaces quand même vécus. Ou encore une fois, ici sont toujours la marche en socle, mais aussi, ça c'est curieux parce que ça c'est une salle de sport communale, à d'installer des systèmes plutôt complexes de pompage et à les déverser dans les égouts directement, ou quand même dans les roues. Mais aussi ici, encore plus complexes, sont aussi toujours ce système qui retourne souvent des pompages pour vider cet espace. Et ici, dans le cas ici, de l'amener aux toilettes avec des tuyaux ou de temps en temps, quand il y a des besoins aussi, remplir des potes pour faire de l'arrosage ou ça. Et voilà, alors, et donc aujourd'hui, quand même, les trois régions belges, ils sont au courant clairement de les problématiques et ils ont essayé de mettre en place une série de solutions, ou une seule série de solutions, on peut le dire, que c'est vraiment, ils suggèrent l'installation de les clapets anti-retour. Ça, c'est finalement la seule solution qu'aujourd'hui il est conseillé. Et les clapets anti-retour sont vraiment des clapets qui bloquent la remontée surtout des égouts. Et alors, encore une fois, ils regardent seulement à un seul phénomène qui apparaît dans les caves. Mais la chose intéressante, c'est que soit on a, à travers les entretiens et les interviews, on a compris que parfois il ne marche pas, ça dépend toujours à quelle hauteur il est la connexion avec les égouts même. Aussi, il y a un système qui, beaucoup de fois, il est trop coûteux ou il est trop difficile à l'installer. Et voilà, alors ça c'est déjà quelque chose de technique qui ne marche pas, mais aussi au niveau plutôt, en autre niveau, on peut dire que ce système de clapet anti-retour, ça pousse les problèmes à les voisins, et à les voisins de les voisins, et voilà. Et alors, c'est vraiment, peut-être n'est pas la solution seule, mais peut-être, voilà, c'est une réflexion encore ouverte.
Et clairement, ici, à travers les caves, on n'est pas négligé l'histoire d'urbanisme bruxellois, le développement. On est ici à dire, bon, il faut trouver des solutions parce que il faut trouver des solutions, mais pas, on est bien au courant de la complexité du système. Et comme le système, il est clairement changé, et on sait qu'il y a des phénomènes comme lesquels de remontée phréatique, qui sont une condition que c'est vraiment aussi difficile à gérer par sa complexité, parce que si on regarde ce petit schéma, il démontre comme avant la bétonisation de la Seine, c'est une dynamique classique hydrogéologique, les rivières, quand même, ils marchent pour drainer la nappe. Et alors, il gardait quand même, il amenait des eaux souterraines en plein relation avec les eaux superficielles. Et clairement, une fois que dans le cas de la Seine, par exemple, la Seine elle a été amenée dans des pertuis, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juste monter la nappe sur les côtés, parce que l'eau, clairement, elle existe toujours. Et en remontant, voilà, il est sorti dans des caves qui ont été, dans l'histoire, ils ont été, dans le passé, ils ont été sèches et pas assez humides, avec une comprésence assez forte de l'eau. Mais en même temps, on pense qu'il y a de l'autre côté des phénomènes, par exemple le ruissellement de l'eau de pluie, qu'il peut être géré dans dans une nouvelle manière. On sait les fenêtres condamnées, par exemple, peut-être la gestion de l'eau pluviale dans la rue ou dans l'espace, la rendre visible, peut-être ça c'est quand même une manière, et ça c'est aussi qu'est-ce que avec Dominique on va continuer dans Brousseau parce que lui va après à parler de ça, on va continuer. Ça sont des exemples de gestion intégrée de l'eau de pluie. Et ça sont quand même des machins possibles à parcourir. Et voilà, pour arriver à dire que aussi une chose, notre objectif final était plutôt lequel de construire une série de faire, de révéler, pardon, ce problème, ce monde souterrain, que c'est un monde encore peut-être inconnu, à travers cette publication, que c'est la publication des caves, qui s'est directionnée surtout plutôt à les institutions, et qu'il veut et qu'il démontre clairement tous les reportages et les problèmes qu'on a connus. Surtout pour ça, pour ouvrir la discussion et avoir la possibilité de l'amener au niveau de gestion plutôt, on peut dire, institutionnel, mais surtout faire les liens avec qui habite le territoire et finalement qui le gère. Et voilà, ça c'est tout. Je pense j'ai été dans le temps. Et bon, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Andrea. C'était parfait. Je pose quand même la question si quelqu'un a des questions de clarification. S'il n'y a pas, I would invite Giuseppe to start presenting and sharing the screen. Yes. So I'm going, or should I wait? Perfect. No, I don't see question. Okay. So thank you very much for this invitation. I'm just sharing the screen. Can you see the screen? Oh, yes. Perfect. Okay. The floor is yours. I want to thank you all the organizers for the invitation to the seminar. And in this brief presentation I'm doing, I want to give you some insights about the project I'm working on, and especially as regards what is called the political ecology perspective we embrace in analyzing some of the results about water co-production. I'm going to explain what is it actually.
So I will give you some brief background on the project first, and then I will go through this little insight about this perspective and on a specific case of the project. In general, ensuring effective and equitable urban service provision in the South through conventional models based on monopolistic and centralized public and private sector solution is currently a big challenge in the South. And looking at the alternatives, the option of service co-production is gaining a new momentum in international debates, as shown by Sustainable Development Goals and the policy paper in Urban Service and Technology from Habitat 3. What is co-production actually? So here I put a definition of co-production, which is a provision of services through a regular long-term relationship between professional providers and service users when the whole party are making a substantial resource contributions. So in the project, so this this co-production is not to be considered as a panacea. So it's not give benefits per se. So in the project, the objective of the project was to understand and evaluate whether and under which circumstances this co-production of water and sanitation service is contributing to structural improvements in service delivery and in living condition of the residents, for residents. The project use a comparative approach by analyzing water co-production in 4 different cities in the South, which show very different characters in terms of population and water and sewage systems. But in all cases, co-production is a diffuse strategy for service delivery. And so about methodology, how we use. So the project employs what is called a methodological triangulation by using different methods. In the first phase of the project, we use observation and documentation, semi-structured interviews, and survey. A campaign of questionnaires in 15 cases, sub-cases for each cities. 15, and while reflecting, different urban typologies in the city, from slums, from gated communities, from condominiums, from village, from peripheral settlements and apartment towers. And while in the second phase, we select the 3 cases of these 15, and where we made a participatory workshops through mapping with inhabitants and institutions. Just to give you some pics of the theoretical approach we embrace in the project. So we consider co-production as made up of 3 different dimensions. So which is called the framework, flow, area, and actor. And actually the first dimension is a managerial dimension where it includes all the actors that have a relationship in the production of the practice, so users, intermediaries, and providers, while a techno-environmental dimension, which includes all the technical infrastructure for treatment and distribution of resources, and lastly, a spatial dimension, which responds to the social-spatial configuration of accessibility to the service in the settlements. This is for the theoretical concept of co-production embraced, but while looking at the sustainability of the practice, we use 3 different perspectives for exploring the interrelation between the 3 dimensions. And so a governance institutional perspective, an incremental urban, and a socio-political ecological. Today, I want just to focus on this one, just give you some pics or reflection about the results in a case. And by focusing on the specific case
of Addis Ababa, of course, there's no time for presenting more cases and more results. Okay, so going to Addis Ababa. Oh no, sorry, I forgot. What does it mean as a socio-political ecological perspective in looking at water co-production? So embracing this perspective, it means looking at the governance structure and organization of society and its relationship with the material characters of water, so quality, quantity, and technology. And in looking at this interrelationship, it means understanding and the mechanisms of marginalization and inequality that are related to different configuration of the socio-ecological systems, and that are produced and by the ecological and socio-economical and political processes that are ongoing in the context. So this means, to translate it in elements of sustainability, it means to look at the equity and justice in accessing the resource, the ecological integrity of the resource flow and its relationship with the vulnerability of the inhabitants, and the power dynamics within the system. So it means looking at the enabling and disabling conditions for empowerment and democratization of the users, in this case of co-production. So I will come back to these elements after presented some cases. So, and for Addis Ababa, and Addis Ababa is the capital of Ethiopia, is a population about 3.2 million of inhabitants, and is currently having a high rate of urban growth, which translates in a densification of built-up areas. And in terms of water and sanitation infrastructures, currently the centralized system serves so about the 100% of the city, but there is an increasing infrastructure gap in the service that translates in low service frequency in about, in average, and households receive water about I guess 3 days per week is in average, and while sewage system is just 10% of the city. So I'm going to present you 3 cases where we did the participatory workshops. So the first urban typology is as slums, which cover about 30% of the housing stock in the city. And in this case, what we observe in terms of water co-production, practices, we have different archipelagos of practices. For example, we have different form of in-house individual connection to the water systems that could be individual or shared by group of inhabitants, while we have also some collective points that's called fountains that are shared by groups of inhabitants. And for sanitation, we have decentralized shared toilets, which are located in the commons, in the public spaces, where are basically pit latrines with septic tanks, in which toilet is shared by about 4 or 5 families that have the key of the toilets. In terms of management of these practices, in the case of individual taps in a house or share in between different households in a group of houses, we have a direct relationship between the users and the provider. So in this case, it's happening what is called the individual co-production, and the inhabitants are basically co-financing the extension of the network from the main line to their own line in the house. While in the case of the public fountains, we have a more complex structures where there are water committees of groups of inhabitants that should manage this public fountain, and they elect a manager which is normed by the
and the public administration, who is basically funding this and this infrastructure, and still maintaining the ownership of the of the infrastructure. In all cases, the inhabitants are doing individual practices of storage with jerry cans or water tanks to store water, of course, because of the lack of water during the weeks. So what we're observing is the main challenge here for co-production is a big imbalance, between affluent and poorest inhabitants who cannot afford the cost to have an in-house connection to the main lines, and also the lack of public land where to install the toilets, which is a big problem, and it translates in installing toilets into the group of houses, thus creating environmental and health risks for the inhabitants due to the overflow of sewage. At the same time, as transformation of the infrastructure in slums, we are observing a strong decreasing in the number of shower fountains, linked with the policy of the water authorities, which are limiting this type of shower toilets, shower fountain, as I will show later on, and also the strategy of urban development, which is basically imply the slum clearance and moving of the inhabitants in the collective housing stock. That is, so it's changing the infrastructure of the settlements. For the second, type of an urban typology I want to show you is how the collective blocks, which is correspond to the 15 or 20% of those stocks in Addis Ababa, and they are developing in the last 20 years, following a strong policy of subsidized and housing in the city, and it's covering now a large part of the densification of the housing stock in the city. So here, what you observe in terms of water co-production, so we have in-house individual connections in each apartment, but while and households are doing individual storage practices by using water tanks and jerry cans or barrels located first or in the common space of the compounds or either in the private spaces. And while for sanitation, we have collective systems, showers, and on-site treatment facilities in the compound. In this case, and what we are looking in terms of challenges and for co-production, there is a huge imbalance between owners and renters, which is affecting the type of individual co-production. So, and that's because renters has not the right to install the I would say tank in the public spaces, and while this is only and only owners has the possibility and the powers and the purchasing power of doing such storage practice. In terms of the manager, I would say dimension, in each condominium, we have a committees of inhabitants who is managing and hold the problems related to water and sanitation in the compound, and is also relating and is allocating land for the installation of water tanks, and also has an important role of interfacing with the public administration. And the third urban typology I want to show you is the one of gate settlements, which is a few percentage in the city, but is increasing a lot in the last years. And in this case, we found a
a typology of co-production which is quite different, in the sense that in terms of water, each household has an in-house connection and doing storage, individual storage, but there is also a complementary water systems into the compound, which is involving deep wells and purification systems and the reservoir, which is mostly used, I would say, to complement the water availability in the compound, and is actually a very important and as a market value into the selling of houses in the city, because it gives a strong plus in accessing the resource. So also in this case, in terms of management, we have a committee of inhabitants that manage all these systems, but at the same time they hire I would say professional managers in doing the work of managing this complex and waterworks in their compound. So so coming back of the insights through using a political ecology perspective. So in terms of equity, it translates in understanding the access, the economic, spatial, and social accessibility to the service, and we understood how marginalization in Addis Ababa is occurring, which is linked to the understanding of co-production as a mechanism to, I would say, to fill the gap of the problem of the centralized and municipal network. So the quantity of resource actually is affecting the option for management and the relationship between the actors through an expansion of what we call the complementary technology portfolio, in this case for the storage. So the access to this complementary technology is a means of, and I would say, through which these parties, of course, happens. I have reported here an histograms that's taken from the survey that clearly show in Addis Ababa how the increasing purchasing powers translate in having a better technology for storage, which so having tanks instead of using jerry cans. And also the urban strategy of development is implying a transition to more energy intensive technologies. So this is a transition from slums to collective blocks. So for example, the usage of pit latrines to flush toilets, and this imply the need of more storage capacities. So recalling of the disparities in accessing water, and why the evolution of the city in highlands of complementary service, like in the case of the gated settlements, is translating on an increasing social spatial fragmentation. While going to the second point of the ecological integrity, so it implies looking at the balance between the needs of the people and the current and capacities and the capacity of the system. So we observe how a dynamic relationship between recipient and resource is affected by the, of course, the availability of water and the changing condition of the recipients. So, and this balance is requiring to develop an higher flexibility that is only translating in the hybridization of the water cycle. That means, as I said before, the usage of complementary technology, but also
the requirement of purchasing water from private vendors in the moment of lack of the resource, that might require and more purchasing power, and so increasing disparities between people. While vice versa, the closer relationship embedded in co-production between resource and the recipient does not ensure the conservation of the resource or the prevention of resource wastage. So we observe that just few such technical arrangement ensure the circularity of the water cycle, and this translates in increasing of untreated disposal and the risk for the most vulnerable inhabitants, and above all in slums. While going to the third example, I'm sorry it's too crowded, but so in terms of power dynamics, so we observe that that means how the metabolic flows of water and wastewater may induce enabling or disabling condition for individuals, for actors, and determining empowerment or disempowerment. So what you observe that the changing and disappearing power relationship in Addis is related to how of this contradictory role of co-production and place in the city. And if we look at the provider in as actor, so it might consider co-production as a form of regulate a transition phase, towards the ideal universalization of the service through in different way. It could be a pragmatic strategy to outsource some of the public responsibility and cost to individuals or groups of individuals. And this is the case of individual co-production, and a platform to organize and control through a hierarchical structure the group of inhabitants, and this could be, and this is the case of the group co-production in slums. And while in the transition slums from group to individual co-production, we can and the state, the provider can see co-production as a means to increase the revenue water, so to have more income and revenues for the development of the infrastructure. And in this process of transition from different form of relationship between users and provider, the power dynamics might disappear once households and acquire an individual connection to the service, to the system, so leaving space to different actors and power relation. This is visible in the schemes I propose. I don't know if you can see it. I have this one. So, and you can see in the co-production areas, while the actors are, committees and administration are part of the group co-production practices in the transition to the individual form of co-production. We have a direct relationship with the provider and the user, which is this dashed line in red. Then, sorry, back here. So as I said before, the technology is not just a way of how an imbalance happens, but is also a means of power itself. It's because so having a more storage technology, it means to acquire a prominent position in user groups. This is the case of condominiums, where having a water tank, so a more reliable access to the service, it permits to share water and sell water to other inhabitants. And lastly, I want to say that this transition of relationship between the presence of committee to an individual relation between user and provider
is changing the role of the committee itself. We had a power of consultation with public administration, a stronger role on that. So in conclusion, I want just to show you that here I have highlighted Giuseppe, yes. We don't see your presentation anymore since a few seconds. So I thought it was just a conclusion, but if you want to show an image, you have to share your screen again. It's fine, huh? Because it has been just a few seconds, so I thought it was on purpose. Sorry. Just, you can show us a last slide for concluding. It's totally fine. Thank you. Thank you. This. So I was saying that here it is. Perfect. Mm-hmm. So just conclusion, I just highlight in the table, what does it mean to look at sustainability of the practice through a socio-ecological perspective? So which are the criteria that emerge from our cases of ADIS? So it's just basically the ones I presented before. So I'm not going to read this, but it's just a summary of what's should be the criteria that for a sociological perspective in looking at the practice. And then I highlighted in this part the common trends we highlighted in the changing of the relationship between users and provider, depending on the evolution of the city. So the urban and infrastructure change and environmental change happening in the city. For example, we observed that individual co-production is a more diffuse options for sustaining the universalization of the service, while group co-production in slum arises as survival practices through the unfolding of institutional structure and hierarchical structure centered on the role of local government. This is what is called a pro-poor approach. So does it mean ensuring a basic service to the poorest inhabitants, minimizing the cost itself of the service. The evolution of co-production in slums, so the transition from group to individual, is linked to the infrastructure upgrading, but also with the legitimate desire of inhabitants to improve the status and their consumption. And this transformation is implied as individual co-production emerge as a residual practice from this transition. While in the case of gate settlements, we have a new forms of group co-production, which is emerging in the last years, which is basically a form to increase reliability of the service. And this is strictly linked with a market interest in land tenure and land selling, actually in the housing stock of the city. So how interesting on how water is becoming a central point in urban development into the city, linked with the lacking capacity of the centralized service. So I finish here. I'm sorry, I was too crowded of writings, but I hope you understood. I don't know what to do. Thank you very much, Giuseppe. That was super fine. I just have a question, clarification, because at the beginning you started saying we choose 15 cases for each of these 4 global cases, and then 3 out of these 15. How long did it last, this research? Because it's quite dense. So just to understand the process, huh? Yeah, it is a 4-year project. It's a PRD, generous. Yeah. So we are at the end of the project. So we're finishing. So we are finalizing the last output. We have a book actually in production, which will summarize all the cases and all the perspective we employed. And it was quite big one. And of course, I was not just alone working on this. So, for example, Federica was a PhD student. She focused on the incremental urban dimension of this, so most spatial and
of this transition in the co-production in the city and infrastructure. And just take the occasion for saying that the supervisor did the search is here, huh? Luisa Moretto. Yes, it's Luisa so maybe and Jacques Tellet from ULiège. Liège. Yeah. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. Donc, pour continuer en français, maintenant c'est le moment de donner la parole à Dominique Dalpas, voilà, qui va avoir le rôle de reprendre les relais de Bruxelles et faire le lien entre ces deux conversations. À toi la parole, Dominique. On t'écoute. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, évidemment, qui me ramène à un lieu, la Cambre, que j'ai bien connu, non pas en tant que chercheur, mais en tant qu'acteur local, impliqué dans une situation problématique liée à la gestion de l'eau, justement, et qui nous a amené à avoir des relations assez intenses, aussi bien sur le sous-sol que sur la surface, avec de nombreux acteurs de la Cambre en l'occurrence. Ce fut une période assez intensive de nos vies, je crois, et qui nous laisse encore des marques joyeuses dans nos mémoires, même si certains conflits ont été perdus. Moi, mon histoire par rapport à l'eau, donc, puisque je ne suis pas académique, je ne suis pas universitaire, donc je voudrais en dire quelques mots pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je vois qu'il y en a dans la liste pas mal qui me connaissent, mais quand même. Donc j'ai été invité, en fait, c'est moi qui étais un intrus dans la situation de l'eau et pas l'eau dans ma cave, parce que justement, suite à des inondations, un grand bassin d'orage devait être construit sur la place Flagey. J'habite en voisin et j'ai perçu combien il y avait quelque chose de pas très juste dans la manière dont les choses étaient proposées aux habitants. C'était vraiment en tant qu'activiste, hein, donc dans un joli sens du terme, c'est-à-dire actif politiquement, que je me suis invité avec d'autres dans la situation, en posant la question, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que de construire un bassin d'orage? Un certain nombre de gens manifestaient une souffrance quant aux travaux du bassin d'orage qui dureraient longtemps, tant pour leur bâti que pour le commerce, etc., sur la vie locale, etc. Et la crise, eh bien, elle est là, elle est politique dans le sens où il n'a pas été possible de discuter techniquement vis-à-vis du monde politique. C'était comme ça et pas autrement. Alors que partout ailleurs, en Europe, on ne construisait plus de bassins d'orage, déjà à cette époque-là, et on s'intéressait plutôt à une vision urbaine de la gestion de l'eau, territoriale, qui sont l'infiltration, l'évaporation, etc. Tout ce genre de choses que les architectes connaissent bien aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était mal connu, c'est vrai, ici en Belgique, et notamment par les institutions. Mais on a posé la question. Et ce qui a été plus difficile encore, c'était que face aux souffrances évidentes que des gens vivaient par les inondations de leurs caves, eh bien, le politique avait dit « mais vous ne vous intéressez pas et vous n'êtes pas solidaire des gens qui souffrent de ces inondations, vous qui avez des commerces, vous qui habitez sur les hauteurs et qui n'êtes pas impactés par les inondations, vous n'êtes pas solidaires. » Et donc, la crise politique était double, technique d'une part, et d'autre part, elle délégitimait ceux qui remettaient en question la nécessité de ce bassin d'orage. L'histoire commence là, c'est en 2001, Chiara, et pas en 2004. C'est en 2001-2002. Et donc, vous voyez, c'est déjà une vieille histoire et on devrait pouvoir en fêter les 20 ans, pourquoi pas ensemble, d'ici peu. Mais le temps a passé, la bagarre sur ce point a été perdue, le bassin d'orage s'est construit, il est bien connu maintenant, etc. Il joue son rôle quand même de diminution des inondations, etc. Bref, je vais continuer un petit peu sur l'histoire de mon trajet avant d'arriver sur Brusso, mais je vais aussi passer par un regard sur vos deux présentations et je vais essayer d'aller vite donc. Parce que ce qui nous relie aujourd'hui ensemble avec Andrea et demain avec Giuseppe aussi, ce sont les projets, la suite des projets Brusso et Brusso bis, qui pour moi sont une filière dans l'histoire de cette initiative de la place Flagey. Et Brusso étant quelque chose dont je parlerai un petit peu plus tard, mais étant donc un projet dont aussi Andrea a un peu parlé,
et qui se poursuit maintenant avec un projet Bruce-Obis. Comme quoi cette histoire d'activisme lointaine, avec le temps, a pris forme. Et sachez que si j'étais activiste à l'époque, c'est-à-dire bénévole, aujourd'hui, eh bien, je suis devenu professionnel pour traiter des mêmes questions, mais autrement, avec les institutions. C'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, je vais en arriver à ma position plus de discutant vis-à-vis de deux présentations qui sont faites ici. Nous avons, pour moi, une présentation de deux lointains, quelque chose qui nous est loin, nous, les habitants d'une ville. Il y a le lointain du sous-sol, les caves. Ce lointain, cette chose qui ne nous apparaît jamais ou très peu, pas les caves des habitants, mais les caves des habitants, ce sont des caves individuelles. Nous n'allons pas voir la cave du voisin, surtout quand elle est inondée. Il y a une certaine volonté de ne pas trop montrer ce genre de choses. Et puis, il y a le lointain que nous propose Giuseppe avec les villes du Grand Sud, enfin du Sud global, que je ne connais pas, tout simplement, qui sont vraiment lointaines pour moi, et j'en ai de vagues images. Peut-être que j'ai de meilleures images de Cochabamba, mais j'ai très peu d'images de Dar es Salaam, et merci de nous apporter ces images-là. Donc, c'est quand même, c'était pas facile pour moi d'être discutant, de me retrouver dans une position de discutant par rapport à vous, face à ces deux lointains que je connais si peu, et l'un et l'autre d'une certaine manière. Mais c'est peut-être justement de cette position tellement imparfaite dans laquelle je suis que j'ai aussi un droit de regard qui pourrait être animé. Alors, face à ce grand écart, j'ai quand même pris des documents. J'ai reçu les documents à l'avance, notamment le magnifique document CAVE, et je vais commencer par celui-là, fait par plateforme, Latitude Plateforme, pardon. D'abord, je souligne l'intelligence de la manière dont ils sont passés de la surface du sol, de l'espace public notamment, et vous le voyez bien sur les images que Andrea nous a montrées de Saint-Antoine, où on voit notamment ces tracés en bleu des cheminements possibles de l'eau qui vont jusqu'aux maisons et va là interpeller l'individu pour le renvoyer à l'espace public. Clairement, nous avions un peu de mal à rencontrer ces publics du quartier Saint-Antoine, et ça a été un cheminement qui, dans la méthodologie même, est poétique. Pour moi, c'était poétique, et je le dis vraiment avec chaleur. J'ai trouvé ce moment remarquable. À partir de là, comme Andrea nous l'a montré, on est entré dans les caves. Ils nous ont permis d'entrer dans les caves, en tout cas le photographe, etc. Et donc, et quelque chose, et puis des caves individuelles, on est passé aux caves. Alors ça, c'est plutôt le mot anglais, cave, hein, c'est-à-dire ces souterrains, ces choses qui sont dans le sous-sol, qui n'est plus un mot français. Le mot français, cave, s'adresse à la maison individuelle. Et quand on utilise le mot anglais, alors on pense plutôt évidemment au souterrain plus largement. Et donc il y a eu un passage de ce lieu privé à ce lieu collectif qui est assez intéressant, remarquable aussi. Là aussi, il y a un travail intelligent, et peut-être que le mot paysage aurait pu s'établir là, mais je l'utiliserai avec circonspection. Je pense que Marco Ronzato l'avait fait une fois ou l'autre, ou toi, Andrea, je ne me souviens plus. Je vois qu'il n'est plus écrit maintenant dans votre document, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. En même temps, du point de vue sensible que vous apportez, il y a quelque chose de l'ordre du paysage quand même. Mais je pense qu'il faut vraiment utiliser ce mot avec circonspection, ce terme de paysage dans un sous-sol. C'est vraiment une construction de notre imaginaire, pour le coup, qui devient ce paysage. Et puis, donc, il y a ces caves qui nous prolongent vers les réseaux, etc. Et qui touchent quelque chose qui revient à ses origines, dont je parlais tout à l'heure, qui sont dans ces sous-sols, c'est là où l'eau a été refoulée. En fait, c'était un terme qu'on utilisait et que personnellement j'utilise toujours, c'est que la ville, l'histoire de la ville a refoulé l'eau. C'est un terme psychanalytique et de plomberie à la fois. Et donc la ville a refoulé l'eau, c'est-à-dire elle l'a renvoyée dans ses tubes, dans ses tuyaux. Et donc ce que nous a amené Latitude Plateforme à faire, c'est de visiter ces lieux du refoulement, ces lieux où la chose, l'eau, a été refoulée. Celle qu'on ne veut pas voir, justement, celle qu'on ne connaît pas. C'est de ce lointain-là.
et ça nous le fait exister par une formule assez descriptive que je connais bien chez Latitude, assez intéressante, il y a quasi un lexique, il y a un registre qui est fait, c'est un terme que tu employais, Andrea. Il y a quelque chose qui est, donc voilà, on enregistre tous ces éléments et qui forment, dont on voit pas toujours, qui forment un pointillisme peut-être, et dont on voit pas toujours la relation, mais on le sait bien. Donc, dans le projet qui a amené à Cave, il y a le projet Brusseau qui nous est commun et qui est un projet de relation. Donc, c'est un projet de relation qui a amené à ce projet-là. Et donc, je sais très bien que nous ne sommes pas que dans des objets qu'on va référencer comme au XIXe siècle, dans les sciences du XIXe siècle, mais nous sommes aussi dans la relation. Alors, qu'est-ce qui nous a donné à voir à travers des caves et individuelles et les caves collectives et les souterrains? C'est au fond le pliage technique de la ville dans son choix de la gestion de l'eau, qui s'est complètement construite autour d'elle. Je pense qu'on peut dire que la ville est quasiment construite autour de cette machinerie dont tu parles, Andrea, et qui est sans doute le plus gros outil d'une ville, en tout cas dans une ville contemporaine, moderne. Et donc, nous sommes là avec un héritage, avec quelque chose qui est de l'ordre du passé, que vous nous faites connaître et qu'on a oublié, les terrestres de la ville, les urbains terrestres, nous avons oublié, nous n'avons peut-être même jamais connu, surtout, cette zone du refoulé. Et alors, vous employez des termes dans le chapitrage du livre qui sont particulièrement intéressants, je trouve. C'est vivre avec. Vivre avec, c'est-à-dire vivre avec cette eau dont Andrea nous a parlé aussi. Mais il y a aussi le contrôle. Le contrôle, c'est-à-dire, c'est toute la machinerie technique qui fait qu'on contrôle l'eau. Et la manœuvre, c'est aussi, on l'a fait aller de ci, de là, l'eau. C'est une extension du contrôle. On veut dire, c'est s'il y a trop d'eau par ici, eh bien, on va en ramener par là, etc. Mais donc, on est vraiment dans la volonté profonde de ce contrôle et de cette manœuvre sur les choses propres à la modernité. Et puis, il y a les invasions, parce que cette machine est dépassée. Régulièrement, elle est dépassée pour un tas d'autres raisons qui ne sont pas seulement liées à la gestion de l'eau, mais à la densification, à l'imperméabilisation des sols, etc. Et des tas d'autres choses que ces magnifiques techniciens qui nous ont apporté ces gros outils, eh bien, ne sont pas tout à fait capables de pouvoir gérer complètement. Ils sont dépassés par tous les bords. Et du coup, ces invasions. La différence, ça par contre, c'est peut-être moins visible dans le document, c'est que ceux qui vivent avec l'eau dans les caves, des particuliers, ne sont pas les mêmes que ceux qui gèrent l'eau des caves, des institutions. Et ça nous ramène à une politique des experts qui est vraiment celle, justement, du produit de la modernité. Hein, l'expertise qui a effectivement la mise en œuvre de ce dualisme culture-nature qui est plus ancien que le 19e siècle encore, qui est un programme intellectuel occidental de long terme et dont on voit sans doute la fin aujourd'hui, mais qui est une domination, qui permet cette dualisation, qui permet une domination de cette nature, notamment par le centralisme technique. Alors, par contre, il y a un point aussi que je pense peut-être, pourras-tu en parler, Andrea, tout à l'heure, je serai un peu critique malgré tout sur un point, qui est que vous passez sous silence que cette maison du bourgeois du 19e siècle, début du 20e, qui a été vidée dans les quartiers périphériques de la ville du fait que les gens se sont enrichis, ont voulu aller dans des zones plus ville à la campagne, disons, et a été remplacée par des habitants nous venant de l'immigration, pour beaucoup, et se retrouvent dans ces caves pas seulement des machines à laver ou du charbon comme autrefois, mais aussi des habitants qui vivent dans les caves aujourd'hui. Parce que les appartements, ces grandes maisons sont devenus des appartements, etc., et dont certains des appartements sont des appartements où on vit, et où alors, dès lors, la question de l'eau devient très pénible. Et alors, l'adaptation à ça, vous parlez de l'adaptation, c'est-à-dire de cette créativité que les gens peuvent avoir, eh bien, ne sont que des solutions individualisées.
Et le clapet anti-retour en est le symbole, celui-là même qui est proposé par Vivaquois aux habitants eh bien, tu l'as bien dit, il ne fait que refouler l'eau un peu plus loin chez le voisin et ne donne pas de solution collective. Je sais, Andrea, je sais parfaitement que vous, avec Plateforme, savez qu'on recherche des solutions plus collectives et je te poserai une question tout à l'heure autour de ça. Ensuite, l'approche de Giuseppe, personnellement, je n'y connais vraiment pas grand-chose. Déjà, sur les situations locales du Sud, et donc moi, je n'ai pas eu ton accès à ce PowerPoint que tu nous as montré maintenant, mais à un texte très dense, un texte très académique, qui était pour un kidam comme moi, était très très difficile d'approche. C'était assez dur pour moi de rentrer dedans. Et non pas je ne critique absolument pas l'écriture ou etc. Je ne dis rien là-dessus, mais c'est une série de concepts pour lesquels il faut des prérequis que je n'ai pas toujours. Et j'ai été quand même visiter cet article très documenté avec un nombre extraordinaire d'auteurs, enfin comment dire, de références d'auteurs, etc., qui est assez impressionnant. Par contre, j'ai commencé à comprendre un peu la méthodologie de l'approche et je dois dire que j'ai assez bien apprécié l'observation multi-regard, disons multi-discours que vous avez faite avec l'approche, je dirais, managériale, techno-environnementale, spatiale, et mise en combinaison avec les notions d'efficacité, du rapport efficacité et équité. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Et ce qui m'a impressionné, c'est aussi des choses qui font sens en fait très directement pour moi. Et vous allez voir tout de suite qu'est-ce que je vais mettre ça en parallèle avec le travail de Cave. C'est que si pour les mots de Cave, il y avait contrôle, vivre avec, manœuvre, invasion, ici, qu'est-ce que nous avons comme mots? Co-planning, coproduire, hybride, décentralisation, émergence, réseau. Voilà les termes qu'on retrouve dans votre document, qui sont mais justement ceux que moi j'ai envie d'utiliser dans nos pratiques à Bruxelles. Donc d'un côté, vous imaginez bien ma difficulté. D'un côté, j'ai mes camarades qui me parlent des caves et où on se sent impuissant. Et de l'autre côté, il y a d'autres camarades qui nous parlent du lointain où on perçoit des éléments d'une relation à un futur et non pas à un passé, quelque chose qui peut se construire et qui est devant nous. On va coproduire. Il y a quelque chose de l'ordre de la diversité des approches, de la fractale aussi, et pas du total. C'est-à-dire que nos systèmes de gestion de l'eau ici à Bruxelles sont des systèmes, enfin dans les villes européennes, sont des villes avec un totalitarisme de la gestion. C'est du tout technique, du tout tuyautaire, c'est du tout. Et c'est complètement dépolitisé, en fin de compte. C'est pas discutable d'une certaine manière. Et il n'y a aucun de ces mots que tu utilises, Giuseppe, dans l'article, que vous utilisez, aucun de ces mots-là n'existe dans les politiques bruxelloises, sauf depuis très peu, maintenant, très très peu. Elles n'existent pas dans la politique de l'eau, elles existent dans les politiques d'innovation. On parle de co-création et c'est grâce à la politique d'innovation que nous pouvons commencer à introduire ces termes-là dans la gestion de l'eau à Bruxelles. Sinon, on n'en est pas du tout là à Bruxelles. Ces termes-là ne font pas partie encore du vocabulaire de nos gestionnaires de la ville. Et si nous étions avec les caves sur quelque chose qui est institué, qui est instauré depuis longtemps et qui nous plie